Chapitre 13. Ceux qui restent. Matin, le havre de Caux, Soute du Zef. Le lendemain sent le lendemain de fête. Le havre est calme en surface, mais on sent sous les pavés des restes de chant, de colère, de joie. Le volcan a recraché tout le monde tard dans la nuit. Le vent a tout lavé comme il a pu, mais ça flotte encore dans l'air. Un peu de fumée, un peu de sueur, un peu de fierté. Le Zef, lui, respire doucement. Les cuves sont pleines, l'hélium est neuf, les voiles ont dormi bien serrées. Pour la première fois depuis longtemps, la nef ne tremble pas d'impatience. Elle attend, comme tout le monde. Je monte vers la soute. Les marches métalliques grincent juste ce qu'il faut. L'odeur me saute au visage, métal tiède, poussière fine, traces de lubrifiant, restes de sel sur les bottes. Mon endroit préféré. Mon ventre se serre un peu. Il faut que tout soit parfait. On repart bientôt. On a un cumulonimbus à traquer, un Soren à retrouver. Tibor est déjà là, assis sur une poutre, au bord de la passerelle interne, les pieds qui se balancent dans le vide, comme s'il était sur un quai de pêche. Sa moustache est étonnamment bien brossée pour un matin aussitôt. Ah, ma petite maîtresse de soute, t'es en retard. Je m'arrête net. Je suis pas maîtresse de soute. Tu vois, ça commence bien. Tu ne sais même pas lire ton propre harnais. Il désigne mon torse. Je baisse les yeux. Sur la sangle, quelqu'un a griffonné au marqueur entre deux coutures. Lescia, soute, en formation. Je fronce les sourcils. Je remarque au passage que mon harnais est moins neuf qu'il y a 10 jours. 10 jours. Et j'ai presque l'impression qu'une année entière est passée. Il commence à ressembler au noyau de prune, avec ses propres marques, ses propres traces d'usure. Pas encore un harnais de matelot, plus tout à fait celui d'une apprentie. C'est farce, ça. C'est de l'humour. Non, dit Tibor tranquillement. C'est moi. Un petit silence se glisse entre nous, plus dense que l'air comprimé dans les cuves. Bon, on révise, reprend-il, en se laissant glisser sur la passerelle avec un grognement. Dernier tour de piste avant le grand départ. Il parle comme d'habitude, un peu trop, un peu fort, mais quelque chose dans sa voix n'est pas aligné. Un truc minuscule, une couture qui tire. On fait le tour. Il me fait recommencer tous les gestes qu'il m'a appris ces derniers jours. Je passe la main sur les joints externes du circuit B. Je laisse mon ongle glisser le long de la soudure principale. Je pose l'oreille contre la paroi et je ferme les yeux. Alors, ça respire régulier. Pas de cliquetis parasite. La valve secondaire souffle un peu plus fort que la principale, mais c'est le temps que ça se cale. Correct. On avance. Je vérifie les clapets. J'ouvre un panneau, je teste un diaphragme avec la paume. Tibor ne commente presque pas. Il dit juste « Oui, encore, trop fort, mieux ». Ses mains ne se posent sur les cuves que pour montrer un geste précis, puis se retirent aussitôt. Tu vois cette vibration ? Là ? Oui. C'est une plainte, de celles qui vont s'arrêter toutes seules. Tu apprendras à les reconnaître. Je hoche la tête. Je n'ai pas besoin de noter. Mon corps note à ma place. On arrive devant la B6. Je pose la main sur sa paroi, tout doucement. On a presque failli la perdre, celle-là. Et elle, presque failli nous perdre tous. Et elle ? Demande Tibor.
Elle... Elle va bien. Je ferme les yeux. Elle souffle un peu plus court que les autres, mais c'est normal après ce qu'elle a pris. Elle surveille le vent maintenant. Elle a peur des trous d'air. Tibor éclate d'un rire bref. Tu parles d'une cuve comme d'un chiot qui a mordu un autre chien. C'est toi qui m'as appris. La soute, c'est du vivant. Ah oui, je dis des choses intelligentes parfois, ça m'échappe. Il se tait. Son regard glisse sur les tuyaux, les renforts, les faisceaux de câbles qu'on a passé des heures à sécuriser. Tout marche, dit-il enfin. Tout est prêt. Je souris. C'est comme un compliment de sa part, un vrai, un grand. Alors, c'est bon, dis-je. On peut descendre? Il paraît que le capitaine veut un briefing avec... Je m'arrête. Parce qu'il ne me regarde pas. Parce qu'il fixe la B6 comme si quelqu'un venait de lui annoncer qu'elle allait partir sans lui. Tibor? Il souffle par le nez, longuement. Je ne pars pas avec vous. Les mots mettent du temps à arriver jusqu'à moi. Ils flottent dans la soute, rebondissent sur les cuves, s'accrochent aux échelles. Quand ils finissent par se poser dans ma tête, je sens un froid me mordre la nuque. Quoi? Je ris, un peu trop fort. C'est une blague. C'est une blague, hein? Tu vas faire un grand discours dramatique et ensuite tu vas dire je rigole, allez au boulot, petite renarde. Non. Il ne sourit pas. J'ai... Il cherche ses mots. C'est rare. J'ai plus l'air qu'il faut. Plus assez de souffle. Les Sas-Tech m'ont déjà prévenu 2 fois. Et la dernière fois que j'ai grimpé cette échelle, avec un compresseur portatif, j'ai cru que mes poumons allaient sortir par les oreilles. Je le regarde. Je repense à ces pauses plus fréquentes, à ces moments où il restait assis, un peu plus longtemps, sur sa poutre, à ces blagues sur l'air tech qui pique. Je n'avais pas voulu voir. Ça va passer, dis-je. Tu vas te reposer un peu au Havre et puis... Non, répète-t-il doucement. Ça ne passera pas. Ça ne se soigne pas avec une nuit de sommeil et un bol de soupe de ta grand-mère. Il pose une main sur la paroi de la B6. Ses doigts tremblent à peine. On dirait qu'il dit au revoir. Si je reste à bord, continue-t-il, un jour, je ferai un mauvais choix, où je ne pourrai pas courir assez vite. Et ce jour-là, ce ne sont pas mes poumons qui payeront. Ce sera toi, le Zef, l'équipage. Sa voix se casse un peu sur le dernier mot. Il toussote pour la remettre en place. Alors, je descends, avant que ce jour arrive. Je sens quelque chose brûler derrière mes yeux. Tu peux pas. Je serre les poings. Tu peux pas laisser la soute. Tu peux pas laisser le Zef. Tu peux pas me laisser. Il tourne enfin la tête vers moi. Il tourne enfin la tête vers moi. Et je comprends d'un coup que ça le déchire autant que moi. Peut-être plus. Lessia. Il s'approche, pose sa grosse main sur mon épaule. Regarde. Il me force à me tourner, à regarder vraiment la soute. Les cuves pleines, les jauges stables, les joints propres, les voyants qui clignotent exactement comme ils doivent le faire. Qui a fait le tour ce matin? Moi, mais c'est toi qui... Qui t'a dit encore? Trop fort? Mieux? Oui, c'est tout? Il tapote légèrement mon front. Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour garder cette nef en vie. Tout ce qui est indispensable, tu l'as.
Ce que je t'ai donné en plus, les petites manies, les trucs d'artisan, ça, c'est du luxe, de l'excellence. Ça fera de toi une grande maîtresse de soute. Mais tu es déjà une bonne maîtresse de soute. Il ajoute, plus bas, et tu ne l'aurais jamais cru de toi-même si je ne t'avais pas forcé à venir ici ce matin. Je renifle. Transparence zéro. Dignité négative. Ah, Eric est d'accord? C'est lui qui a insisté, répond Tibor. Il a râlé beaucoup, il a dit des gros mots, même pour un overnote. Puis il a fini par dire la seule phrase qui compte. Je préfère te savoir vivant au Havre que mort dans ma soute. Il sourit, triste et fier à la fois. Et il a ajouté: Lucia est prête. Une douleur étrangement douce se glisse dans ma poitrine. Je ne sais pas si j'ai envie d'embrasser mon père ou de lui hurler dessus. Et si je suis pas prête? Chuchotai-je. Alors, tu feras semblant, répond Tibor sans hésiter. C'est ce que nous faisons tous la première fois. Et tu sais quoi? Il se penche, sa moustache frôlant presque mon front. Tu auras des voyants, des diagnostics, Valten et Méridane. Je sursaute. Méridane? Tu crois qu'on l'a mis à bord juste pour qu'il pleure dans un coin? Grogne Tibor. Avant d'être capitaine, c'était un maître de soute plus qu'honnête. Il ne prendra pas de place, il ne doit pas. Mais il saura te dire si un bruit est vraiment mauvais, si un voyant rouge est urgent ou juste grincheux. Ce ne sera pas moi, ce ne sera jamais moi, mais tu ne seras pas seul. Je respire. Une fois, deux fois. Je m'accroche à cette idée, comme à une rambarde dans un trou d'air. Et toi? La question m'échappe. Tu vas faire quoi au Havre? Pour la première fois, il sourit vraiment. Le sourire Tibor, celui qui plisse ses yeux au point qu'on ne voit presque plus rien. Je vais faire ce que je n'ai jamais eu le temps de faire, dit-il. Râler sur les techs qui calibrent mal leurs bottes, aider Aesto à régler ses pièges à air léger. Il y a toujours de la marge. Apprendre à des apprentis à ne pas se coincer les doigts dans une valve et peut-être, il regarde la paroi, rêveur, peut-être reconstruire un vieux bateau, un truc bancal qui prend l'eau et voir si je peux le faire voler sur la mer. Je ris à travers les larmes. Tu vas palabrer avec les mouettes. Évidemment, elles ont sûrement des choses très importantes à raconter. Personne ne les écoute. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Il m'attire brusquement contre lui. Son étreinte sent la graisse, le métal et un peu le café froid. Je n'ai pas envie de le lâcher. Tu ne seras pas seul dans ta soute, murmure-t-il au-dessus de ma tête. Chaque fois que tu écouteras une valve, chaque fois que tu sentiras un diaphragme, chaque fois que tu râleras contre un voyant orange, je serai là. Tu penseras, Tibor dira que... Et ce sera déjà moi. Je ferme les yeux très fort. Et toi, tu ne seras pas seul au Havre, dis-je. Tu auras... Je m'interromps, parce qu'une voix tonitruante résonne dans le couloir derrière nous. Tibor, t'es encore là-dedans? Tu as promis de ne pas t'endormir dans tes cuves, espèce de moustache ambulante. Oléra Cuzel, évidemment. Elle déboule dans la soute comme un ouragan maladroit, cogne une épaule contre la rambarde, évite de justesse un câble, manque de glisser sur une flaque inexistante, et finit par s'arrêter à 2 pas de nous, essoufflée. Ah, vous êtes là, c'est bien, très bien, parfait. Elle cligne des yeux, remarque nos têtes. Ouh, je dérange quelque chose? Tibor essuie rapidement un coin de son œil du revers de la main. Non, on vérifiait juste que la B6 ne décidait pas de devenir poète. Elle n'oserait pas sans mon autorisation, répond Oléra, absolument sérieuse. Puis, elle se tourne vers moi. Son regard devient plus doux. Lescia. Elle enlève ses gants, les coince dans sa ceinture et pose ses mains sur mes épaules. On va garder Tibor un peu avec nous.
ici, dit-elle. Il va râler, évidemment, il va dire qu'il est inutile, qu'il aurait dû partir, qu'il n'est bon qu'à bloquer des sas. Tu l'ignores sur ce point précis. Le reste, tu continues d'écouter. Il est très utile pour le reste. Tibor souffle. Je suis dans la pièce, tu sais. Justement, répond-elle, en lui envoyant un sourire immense. Elle se penche un peu plus vers moi. Tibor a toujours été un peu seul, dit-elle, sans pathos. Pas parce qu'on ne l'aime pas, au contraire, mais parce qu'il est différent. Il parle beaucoup, tu as remarqué? Un peu, elle rit. En vérité, il parle presque autant qu'il pense, et il pense beaucoup plus qu'il ne parle. Tu imagines la quantité? Ça fait du monde là-dedans. Des gens, des histoires, des machines, des vents, des souvenirs. Elle tapote doucement la poitrine de Tibor. Quand les autres ne sont pas là physiquement avec lui, ça ne le gêne pas tant que ça, parce qu'il les emmène avec lui, dans sa tête, dans son cœur. Ma gorge se noue. Je comprends ce qu'elle est en train de me dire, sans le dire complètement. Tu ne l'abandonnes pas en partant, continue Oléra. Et il ne t'abandonne pas en restant. C'est juste, elle cherche mot, que vos routes se séparent un peu, pour mieux se recroiser plus tard. C'est comme ça chez nous, ça arrive. Elle se redresse. Et en attendant, je veille, dit-elle gaiement. Je l'embarque au volcan, à la passerelle, aux répétitions, aux ateliers des apprentis. Et s'il essaie de faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas, je lui renverse mon café dessus. C'est notre pacte. Tibor proteste. C'était un accident, cette histoire de café. Bien sûr, répond Oléra avec un clin d'œil. Comme toutes les catastrophes utiles. Elle se tourne vers moi une dernière fois. Tu peux monter tranquille, petite étoile. On s'occupe de lui. Toi, maintenant, tu as un ciel à tenir. Je hoche la tête. Je ne fais pas vraiment confiance à ma voix. Je serre Tibor une dernière fois. Je respire une dernière fois l'odeur de la soute avec lui dedans. Puis je descends vers la lumière. En bas, j'entends déjà la voix d'Aéric qui appelle l'équipage. Et sur la passerelle, j'aperçois la silhouette de Méridan, raide, un peu perdu, mais debout. Le Zeph se prépare à partir. Certains descendent, certains restent. Et moi, entre les deux, je sens enfin le poids exact de ce que signifie tenir une soute. Je quitte la soute avec l'impression de laisser un bout de moi derrière chaque marche. À chaque palier, je me retourne presque, comme si Tibor allait m'appeler pour me dire qu'il a changé d'avis, qu'il remonte, qu'il a exagéré, que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Il ne m'appelle pas. Sur le pont principal, l'air est plus clair, plus froid. Le Havre étale ses toits sous nos pieds, calme en apparence, mais je sais ce qu'il y a en dessous. Des ferreux fatigués, des loaders qui s'affairent, des familles inquiètes. Aéric est près de la barre, en discussion basse avec Valten. Il a la posture du capitaine, jambes écartées, mains à moitié posées, à moitié prêtes à agir. Un peu en retrait, près du panneau de diagnostic, se tient Méridan Alizéa. Je le reconnaîtrai même sans son nom. Il a cette façon de tenir la rambarde comme si c'était tout ce qui le retenait au-dessus du vide, malgré les vitres. Ses yeux sont creusés, mais il voit tout. Sa barbe n'est pas encore redevenue celle d'avant, soignée et fière. Elle hésite entre négligée et disciplinée. Il porte un harnais neutre, sans marque de nef, comme si le ciel lui-même ne savait plus où le ranger. Quand j'entre, son regard accroche le mien. Il baisse aussitôt les yeux, comme pris en faute, puis les relève avec un léger hochement de tête. Pas un salut de capitaine, un salut de maître de soute qui reconnaît une autre personne de la soute. Ça me tord un peu le ventre. Équipage du Zeph, à vos postes, briefing. La voix de papa claque dans l'air. Instantanément, Mira, Ner, Farce, Valten et les autres se rapprochent.
Les pas, les froissements de harnais, le bruit des mousquetons, tout prend une place précise, connue. Je me glisse entre Valten et un panneau secondaire. Je sens la présence de Méridan à ma gauche, invisible et massive, comme une cuve en goguette. Et elle souffre, cette cuve. Elle grince, elle cherche sa place, elle s'impatiente. Aéric nous regarde tour à tour. Ses yeux s'attardent une demi-seconde de plus sur moi. Je ne sais pas si ça me rassure ou si ça m'énerve. Bon, on connaît la situation. Il parle sans lever la voix. Le silence autour de lui se fait tout seul. Le grondeur est prêt à partir. La Lyséa aussi. Nous, on a récupéré un mètre de soude de trop, là-bas, qui râlera sur tout le monde jusqu'à ce que tout marche mieux que bien. Merci Méridan de te joindre à nous. Ton aide nous sera précieuse. Quelques sourires passent sur les visages. L'ombre de Tibor traverse la passerelle. Grand-père Aesto a toujours eu une phrase comme ça, quand on se crêpait le chignon avec Prune et que je finissais en pleurant. Il me disait « Petite blondinette, n'en veux pas à ta sœur. La colère, c'est souvent tout ce qui reste de la dignité de ceux qui souffrent. » Et papa, ici comme hier, il vient de faire ce que seuls les grands capitaines savent faire. Rendre de la dignité à quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ici à bord, notre mission change. On ne fait plus des rotations pour l'îlot. On ne rattrape plus du retard, on traque. Il marque une pause. On suit la piste du cumulonimbus. On suit la moindre rumeur de perturbation anormale. On utilise tout ce que Niara, l'Amberlume et la Garance pourront nous envoyer. Et surtout, son regard se durcit. On ne s'arrêtera que quand on aura trouvé. Je sens le souffle de Méridan changer à côté de moi, presque imperceptiblement. Une nef, ça ne disparaît pas comme ça. On va trouver, continue papa. Peut-être des débris, peut-être une nef en panne, peut-être l'ombre des vents elle-même, lâche-t-il dans un sourire. Mais tant qu'on n'aura pas tout regardé, tant qu'on n'aura pas tout tenté, on ne pourra pas se tenir debout en se disant qu'on a fait notre part. Il a cette façon de parler qui ne promet rien, mais ne recule jamais. Le vent ne choisit pas pour nous, ajoute-t-il enfin. Alors on va choisir pour lui. Cap au sud-est, vers l'intérieur des terres. On suit les fleuves, les anciennes lignes haute tension, tout ce qui peut marquer le passage du nimbus. On voyage léger, mais pas seul. On a 15 jours de provisions. Si on a besoin de plus, on négociera avec les châtelains du coin. Un coin de ma bouche tressaille. Il ne l'a pas dit, mais je l'entends très bien. Voyageons léger. Allons chasser l'orage. Mira lève la main. 15 jours de vivre, on est bon. Eau potable, ok. Les techs ont râlé, mais ils nous doivent bien ça. Les bots ont validé toutes les structures. Navigation ? Demande papa. Valten répond. Navlune calibrée, radio prête, signaux lumineux en réserve. On est meilleur que beau. Soute ? Aéric tourne la tête vers moi. Je déglutis. Ma voix sort un peu plus grave que d'habitude. Cuve pleine, pression stable, joint vérifié, diaphragme équilibré. B6 un peu chatouilleuse, mais dans les normes. Je sens le regard de Méridan sur ma nuque. Il ne dit rien. Il profite à peine d'une micro-pause pour ajouter, calmement. Circuit secondaire d'hélium révisé. Les voyants orange sur la ligne 3 sont grincheux, pas dangereux. Je tourne la tête. Il a gardé les yeux sur les panneaux. Juste un constat technique. Juste assez pour montrer qu'il suit. Pas assez pour que ce soit une correction. Aéric hoche la tête. Bien. Maîtresse de soute et conseiller technique, je compte sur vous. Je crois voir un éclair de surprise passer dans les yeux de Méridan quand il entend conseiller technique plutôt qu'un autre titre. Il accepte en silence. Dans ce cas, conclut papa, chacun à son poste. On décolle dès que les amarres sont lâchées. Priorité au silence radio les premières heures. On observe, on écoute, on apprend. On ne fonce pas bille en tête. Pas encore. On file sur le massif central. C'est la piste de Niara. Et je lui fais confiance. Ça déclenche quelques rires nerveux. Il le sait,
On le sait, leur relation est un sujet particulier pour tout le monde. Les F se dispersent, Mira file vers les commandes latérales, déjà en train de râler sur un bouton qui ne lui revient pas. Ner vérifie les câbles d'amarrage extérieur avec ses gestes rapides. Farce finit de sécuriser un caisson de provisions comme si on partait pour 6 mois. Olera, sur le quai, agite les bras en direction du pont. Olera style. Je sens une main hésiter près de mon épaule, puis se replier. Quand je me retourne, Méridan se tient à un pas derrière moi. Tu as fait un bon tour de soute, dit-il avec cette voix rauque qui a dû porter nombre d'ordres. Merci. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Il hésite. Quand tu doutes d'un bruit, ajoute-t-il plus bas, commence toujours par te demander si c'est un nouveau, ou si c'était déjà là avant. Ce qui est ancien rassure. Ce qui est nouveau mérite qu'on s'en mêle. Ça ressemble à un conseil de maître de soute. Ça ressemble aussi à tout ce qui lui arrive, à lui. Je hoche la tête. Oui, mais... Monsieur? Il sourit, à peine. Méridan, c'est suffisant. Papa n'appelle pas encore. J'ai quelques secondes où personne ne me demande rien. J'en profite pour glisser les doigts sur la rambarde, pour sentir le léger frémissement sous mes paumes. Le Zeph n'est pas encore en mouvement, mais il est déjà en train de se réveiller. Sur le quai, Tibor est là. Il ne monte pas. Il se tient près d'Olera, les mains dans le dos, le visage levé vers la nef. De là où je suis, je ne vois pas ses yeux, mais je sais exactement à quoi ressemble son expression. Moitié fierté, moitié envie, moitié inquiétude. Oui, ça fait beaucoup de moitié, mais c'est Tibor. Je lui fais un petit signe de la main. Il répond avec un geste trop large, comme s'il chassait une mouette. Je crois qu'il a compris que si je faisais plus, je fondrais en larmes. Les amarres commencent à se détacher. On entend le rythme sec des cliquetis. Des morceaux du Havre se détachent de nous. Un bollard, un quai, une portion de passerelle. On les quitte comme on quitte un vieux manteau. Voile prête, annonce Mira. Soute prêt, dis-je. Méridan, à côté de moi, confirme seulement. Pression nominale. Navigation prêt, lance Valten. Un silence, puis la voix d'Aéric, posée sur tout ça. Alors, on y va. Il pose la main sur la barre. Les compresseurs se mettent en marche. Un grondement sourd remonte par les parois. Je le sens dans mes mollets avant de l'entendre. L'hélium travaille, pousse, dilate, gonfle les cuves. Dans la soute, les diaphragmes bougent comme des cœurs mécaniques. La nef se redresse centimètre par centimètre. Le Havre recule. D'abord lentement. Les silhouettes sur les quais deviennent petites. Je distingue encore Olera qui secoue un mouchoir avant de se rendre compte que c'est la manche de Tibor. Tibor qui lève en conséquence ses 2 bras comme s'il voulait porter la nef une dernière fois. Puis les falaises prennent plus de place. Le vieux pont rouge, ses câbles, sa structure. Tout ça se met à hauteur de nos yeux. Puis en dessous. Les rails du grondeur dessinent un serpent immobile le long du port. L'Alizéa brille faiblement sur son mât, avec Elara à sa barre. Je le sais, même si je ne la vois plus. Ils partiront quelques minutes après nous. Nous passons au-dessus du Havre comme au-dessus d'un secret qu'on emporte avec soi. Le vent nous accroche presque aussitôt. Il n'est plus le vent des contes d'hier soir, ni celui des tempêtes. C'est un vent de départ, un vent de route, celui qui pose la question sans donner la réponse. Cap sud-est, murmure Valten, vers l'intérieur des terres. Les voiles pivotent, prennent le nouveau souffle. Le Zeph s'incline légèrement, comme un salut aux falaises de Caux, puis prend sa trajectoire. Je regarde une dernière fois vers le bas. Le port s'éloigne. Le volcan devient une forme arrondie. La passerelle, une ligne blanche. Le Havre se transforme en carte, en tracé mental. Ce n'est plus le centre du monde, c'est un point de départ. Au fond de moi, quelque chose se cale. Tibor reste, Méridan monte,
Soren attend quelque part entre les deux, coincé dans un morceau d'orage qui ne veut pas nous parler. Et moi je suis là, entre la soute et la passerelle, entre ce qui reste et ce qui part. Mon capitaine a juste un dernier levier. À partir de maintenant, dit-il sans se retourner, en soute, maîtresse, on a besoin de tes oreilles. Le vent frappe les voiles. La nef répond. Le monde devant nous est grand, sombre par endroits, lumineux par d'autres. L'ombre des vents existe, Soren attend, et le Zeph, aujourd'hui, choisit de les chercher.